s'est constitué en collectif pour porter une plainte aux Nations Unies. Et ce collectif est constitué, n'est-ce pas, d'un collectif de représentants de Karma et Sansonné Hausa, de représentants de Junju, de représentants de Lugu, de représentants de Koni et de représentants de Mergeri. Donc il y a 5 communautés qui se sont plaintes aux Nations Unies, n'est-ce pas, pour tout simplement qu'on leur rende justice. Surtout que justement les Nations Unies ont créé ce qu'ils appellent la justice transitionnelle, qui est un mécanisme pour justement juger ce genre de crime, mais également réparer, etc. Donc on a pris, on est parti, donc la base juridique. Ce que nous sommes partis, c'est la justice transitionnelle, parce qu'il existe un bureau aux Nations Unies qui s'occupe spécialement de ça. Et c'est là que nous, on a déposé notre plainte. Un avocat a été pris qui a fait les instructions qu'il fallait et qui a déposé, et nos plaintes ont été déposées en 2021. Et l'avocat a travaillé depuis 2021 jusqu'à il y a à peu près 6 mois. Il a déposé son travail aux Nations Unies. Et suite à ce travail, les Nations Unies ont purement et simplement envoyé une communication à la France pour dire attention, voilà, des communautés se sont plaintes sur les exactions qui ont été faites, ok, on veut une réponse. Ils ont également, les Nations Unies ont également écrit au Niger pour dire les communautés se sont plaintes, ok, voilà ce qu'ils ont dit, et on voudrait avoir votre avis. Et donc c'est suite à ça que nous, la réponse de la France qui nous intéresse particulièrement, a été que la France a dit qu'elle se dédouane de quasiment de toutes les responsabilités, de tout ce qui a été commis comme crime. Okay, elle n'a rien à voir. Et mieux, un porte-parole du Quai d'Orsay a déclaré sur Mediapart qu'il n'y aura pas de suite, n'est-ce pas, à la communication des Nations Unies, mais également donc à notre plainte, et que rien ne les oblige à répondre à ça, mais que sur les questions mémorielles, il faut nécessairement un dialogue bilatéral. Voilà ce qu'elle est la réponse de la France. En fait, elle dit qu'elle n'a rien à voir avec les crimes qui ont été faits, okay, et que bon, au plus, si le Niger veut, on peut discuter bon, sur les questions de mémoire et d'éléments de patrimoine qui ont été volés. Voilà de quoi il s'agit. Okay. Alors, nous disons qu'en vérité, la France, okay, elle doit faire comme beaucoup d'autres pays. Okay, c'est de reconnaître qu'elle a commis des crimes et qu'elle doit s'excuser pour ça et qu'elle doit remettre ce qui a été pris et en plus réparer du point de vue financier, n'est-ce pas, tous les dégâts qui ont été faits. C'était un film qui a motivé tout cela. Et le film, j'avais participé en tant que producteur de ce film-là, côté nigérien. Et donc, au cours de ces recherches, moi j'ai découvert des archives qui sont tombées dans mes mains et qui m'ont carrément stimulé à aller au-delà, en tout cas, du film. Parce que le film nous a réveillés. Maintenant, après ce réveil-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller à l'action. Donc, moi, je suis en train de faire un film qui constitue cette action-là. Et cette action, c'est ce qu'ils sont en train de faire par rapport à ces dossiers-là. Et dans mes recherches, j'ai découvert qu'effectivement, cette mission voulait chanoine n'avait pas agi comme la France le dit à son propre compte. C'était une mission qui était destinée à traumatiser la population pour asseoir les bases d'une colonisation, pour que les gens soient asservis, pour que même leur mémoire soit effacée. C'était cela l'objectif. Et c'est la seule mission coloniale qui rend compte directement au ministère de la Guerre en France. Et depuis qu'ils ont rentré, depuis Sansonné Hausa, depuis vers Karma, ils sont partis jusqu'en Gaïa, ils sont remontés, ils sont venus à Junju, ils sont passés à Koni, ils sont allés à Tchibiri, ils sont passés à Lugu. Tout cela, ils ont essayé d'effacer cela. C'est maintenant que les choses sont remontées en surface. Donc les archives que moi j'ai, d'ailleurs le massacre, pourquoi Koni était, quand ils ont fait le massacre, Koni était anglaise. Koni n'appartenait pas à la France. Mais parce que le massacre était tellement horrible, l'Angleterre a dit qu'elle ne veut pas porter ça. Elle a échangé Koni contre un port de pêche au Canada
pour qu'aujourd'hui, les enfants des victimes n'accusent pas l'Angleterre et accusent la France. Et au-delà aussi, ce qui s'est passé à Majirgui, on dit que Boulé et Chanon ont été tués. Moi, j'ai découvert des archives qui prouvent que ces deux-là n'ont pas été tués là-bas. Et que les tombes même, là où on considère qu'ils étaient là. En 1923, Robert Delaneuve, qui était le représentant de la France à Tessawa, il a fait ouvrir les tombes. Il n'y avait rien. J'ai son rapport, il dit que je n'ai trouvé que des boutons de capitaine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une mascarade. Et il paraît même que Chanoine, c'est lui qu'on appelle le Mire Blanc. C'est lui en 1916, il a aidé l'armée française à capturer Kaoussen. Vous voyez comment l'histoire est liée. Et il y a eu énormément de documentation en France qui ont soulevé cela. Il y a eu des films, je ne sais pas si vous avez vu Le Capitaine des Ténèbres. C'est un film qui relate la vie après la mort de cette mort supposée de Boulé et de Chanoine. Donc moi, ça me donne une obligation de porter à l'écran non seulement le combat qu'il faut, mais aller au-delà aussi. Et c'est parti pour la deuxième édition du tournoi des grandes vacances TGV sapeurs-pompiers Lazare. Cette compétition qui réunit les jeunes nigériens, pays souverains autour du football, d'où le choix de cette édition porte sur Jeunesse Unie pour un Niger souverain, comme en témoigne ce jeune résident du quartier Lazare, passionné du football, organisateur du tournoi. Ce tournoi n'est pas qu'un simple événement sportif. C'est une plateforme d'union, de solidarité, de fraternité et surtout l'engagement. Il illustre à quel point le sport peut être un outil puissant d'éducation citoyenne, d'éveil patriotique et de cohésion sociale. Le Niger d'aujourd'hui a besoin de sa jeunesse, une jeunesse consciente, unie, responsable et engagée pour la paix, la justice et la souveraineté de notre chère patrie. Être souverain, c'est d'abord croire à nos propres capacités, à notre potentiel et à notre avenir. C'est refuser la division, ovasiété de l'indifférence. À travers ces tournois, nous montrons que nous sommes capables de nous rassembler, de respecter les règles, de rivaliser dans le fair play et de porter haut les valeurs du Niger. Le président des jeunes de l'arrondissement communal Niamey 2 salue l'initiateur du tournoi auquel participent les jeunes des différents quartiers de la commune. C'est le lieu pour nous de les remercier pour ces efforts qu'ils sont en train de faire et les demander de continuer de faire de plus pour le bien commun de tous. J'appelle aussi les autres jeunes à s'inscrire dans la même logique parce que, comme vous le savez, notre pays, depuis un certain moment, est en train de traverser l'un des moments les plus historiques de son histoire. Donc on doit se conformer à une jeunesse responsable pour pouvoir donner plus d'espoir à notre pays. On a une mission générationnelle à accomplir. On doit tout faire pour ne pas être la honte de notre pays. 16 équipes de la commune 2 participent à ce TGV. Ce tournoi, dont le match d'ouverture a opposé Batanou en bleu et Rosenbourg en rouge, va durer 5 semaines. Vous savez, après la conférence de Berlin, quand les Européens se sont quasiment partagés l'Afrique, il s'agissait alors d'aller la conquérir. Okay? Et c'est dans ce processus, n'est-ce pas, que la France a envoyé tout simplement une colonne, okay, une mission qui s'appelait en fait la mission Afrique centrale, okay, qui devrait prendre le contrôle d'un certain nombre d'espaces qui lui ont été plus ou moins, en tout cas, accordés suite à la conférence de Berlin qui partageait l'Afrique. Okay, donc il s'agissait de prendre le contrôle
d'un espace qui est aujourd'hui l'espace du Niger. Okay. Et donc, dans cet exercice, dans cette démarche, dans ce processus de prise de contrôle du Niger, okay, la colonne pilotée par Voulet et Chanoine de l'espace du Niger a commencé par Sansoni Aoussa et Karma, qu'ils ont complètement détruits. Et ça, les gens doivent le savoir. Et toujours dans cet exercice de prise de contrôle de cet espace, ils sont ensuite passés par d'autres villages qui ont détruit, comme villes comme Djunju. Okay. Et après, ils sont descendus dans l'espace de l'Arewa. Et ça a été la grande bataille à Lougou. Okay. Ensuite, après, ça a été à Konni, qui a été vraiment l'épicentre du grand massacre qu'ils ont commis, parce que là-bas, ils ont détruit quasiment la ville de Konni, et de ce qu'ils ont dit eux-mêmes, il y a eu à peu près plus d'une dizaine de milliers de personnes qu'ils ont massacrées quasiment en 3 jours. Alors, quand vous actualisez le massacre de Konni, donc à peu près 12 000 personnes, au taux de croissance de la population actuelle, ça vous fait à peu près 600 et quelques mille personnes qui ont été tuées en 3 jours. C'est tout simplement égal à un génocide. Okay. Et ils ont continué, bien sûr, donc, la recherche de la prise de contrôle du Niger, en passant par Lankouri, dont on avait entendu parler, par Medjirgi, jusqu'à aller à Zender, etc. Okay. Alors, un cinéaste britanno-australien a fait un film qui s'appelle African Apocalypse, où il décrivait justement le trajet suivi par la mission Voulet Chanoine, donc Afrique centrale, et c'est ce film qui nous a inspiré, nous. Parce que ce film a dévoilé les massacres qui ont été faits, et nous alors, on s'est constitué en collectif pour porter une plainte aux Nations Unies. Et ce collectif est constitué, n'est-ce pas, d'un collectif de représentants de Karma et Sansoni Aoussa, de représentants de Djunju, de représentants de Lougou, de représentants de Konni et de représentants de Medjirgi. Donc il y a 5 communautés qui se sont plaintes aux Nations Unies, n'est-ce pas, pour tout simplement qu'on leur rende justice. Surtout que justement les Nations Unies ont créé ce qu'ils appellent la justice transitionnelle, qui est un mécanisme pour justement juger ce genre de crime, mais également réparer, etc. Donc on est parti, donc la base juridique sur laquelle nous sommes partis, c'est la justice transitionnelle, parce qu'il existe un bureau aux Nations Unies qui s'occupe spécialement de ça. Et c'est là que nous, on a déposé notre plainte. Un avocat a été pris qui a fait les instructions qu'il fallait et qui a déposé, et nos plaintes ont été déposées en 2021. Et l'avocat a travaillé depuis 2021 jusqu'à il y a à peu près 6 mois. Il a déposé son travail aux Nations Unies. Et suite à ce travail, les Nations Unies ont purement et simplement envoyé une communication à la France pour dire attention, voilà, des communautés se sont plaintes sur les exactions qui ont été faites, ok, on veut une réponse. Ils ont également, les Nations Unies ont également écrit au Niger pour dire les communautés se sont plaintes, ok, voilà ce qu'ils ont dit, et on voudrait avoir votre avis. Et donc c'est suite à ça que nous, la réponse de la France qui nous intéresse particulièrement, a été que la France a dit qu'elle se dédouane quasiment de toutes les responsabilités, de tout ce qui a été commis comme crime. Okay, elle n'a rien à voir. Et mieux, un porte-parole du Quai d'Orsay a déclaré sur Mediapart qu'il n'y aura pas de suite, n'est-ce pas, à la communication des Nations Unies, mais également donc à notre plainte, et que rien ne les oblige à répondre à ça, mais que sur les questions mémorielles, il faut nécessairement un dialogue bilatéral. Voilà ce qu'elle est la réponse de la France. En fait, elle dit qu'elle n'a rien à voir avec les crimes qui ont été faits,
ok, et que bon, au plus, si le Niger veut, on peut discuter bon, sur les questions de mémoire et d'éléments de patrimoine qui ont été volés. Voilà de quoi il s'agit. Okay. Alors, nous disons qu'en vérité, la France, ok, elle doit faire comme beaucoup d'autres pays, ok, c'est de reconnaître qu'elle a commis des crimes et qu'elle doit s'excuser pour ça et qu'elle doit remettre ce qui a été pris et en plus réparer du point de vue financier, n'est-ce pas, tous les dégâts qui ont été faits. Parce qu'en vérité, dans ce passage, dans cette prise de contrôle partout du Niger, ok, partout où ils passent, ils ont pillé, ils ont pris des richesses, parce que justement, quand la mission avait été mise en place sur un budget de 200 000 francs français, à l'époque, qui devait être le budget de la mission, ils n'ont eu que 150 000. Donc, en fait, un déficit de 50 000 euros qu'ils devraient tout simplement récupérer ailleurs. Et donc, ils ont passé leur temps à faire des exactions, à voler les richesses des gens, etc. Tout ça, là, ils doivent nécessairement payer ça. Et notre exigence est très, très simple. Que la France, participe avec nous à ce qu'il y ait tout simplement la vérité historique de cette prise de contrôle du Niger qui doit être faite, qu'on ne nous parle pas simplement du drame de Dankori où justement ce sont les Français entre eux qui se sont battus et où ils se sont tués entre eux et ils en ont fait un drame. Alors qu'à quelques centaines de kilomètres de Dankori, ils avaient massacré 12 000 personnes à Kouani, sans que ce soit un drame. Donc on veut que cette vérité historique soit connue. On veut que nos enfants sachent ce qui s'est passé exactement, d'une part. Et d'autre part, on veut que la France s'excuse. Parce qu'en vérité, elle a trouvé des populations qui sont des populations pacifiques. Pour des raisons qui sont celles de la France. Donc des raisons qui sont purement géopolitiques et économiques, se sont mis à massacrer des gens qui étaient paisibles dans leur espace. Donc il faut qu'ils s'excusent pour ça. Et enfin, toutes ces destructions qui ont été faites. Parce que un lieutenant de la mission Voulé Chanoine disait ceci, que s'agissant par exemple de Kouani, ils ont trouvé que Kouani était une ville parfaite, très riche, dans laquelle il y avait des richesses qu'ils n'ont jamais, qui étaient quasiment incommensurables, mais qu'après leur départ, cette ville n'existait plus. Donc voilà de quoi il s'agit. Et donc nous pensons que des réparations doivent être faites dans les espaces où ils sont passés, n'est-ce pas, où ils ont tout simplement fait des crimes, qui sont des crimes de guerre, mais qui sont... parce que, encore, on parle de crimes de guerre quand les deux belligérants se battent parce que chacun, non, ils ont tué des populations pacifiques qu'ils ont agressées, et puis bon, et puis pour eux, c'était rien du tout. Bon, et c'est ça, justement, que nous, on veut que ça soit corrigé. Et donc, l'histoire doit être connue, les massacres doivent être connus, il faut que la France s'excuse, et il faut que la France répare. Voilà, nous, tout simplement notre combat. Et ça, beaucoup de pays, par rapport à ce genre de situation-là, ont répondu favorablement. L'Allemagne a présenté ses excuses au Herero en Namibie. La Belgique a exprimé ses regrets au peuple congolais. Vous avez la Grande-Bretagne a présenté ses excuses et versé des réparations aux combattants de la liberté Maomo au Kenya. L'Italie a également officiellement présenté ses excuses en 2008 pour les crimes durant la colonisation en Libye. Donc il n'y a que la France qui maintenant ça fait 120 ans, parce que c'est depuis 1897-1900 que ce crime a été commis, et l'Afrique et la France, c'est-à-dire que ce sont des allégations. Vous vous rendez compte? C'est inadmissible. Alors, nous, c'est ça notre combat. On se serait mobilisé dans tous les cas, les médias, pour que ceci soit connu, pour que la France soit considérée comme un pays génocidaire au cas où il ne s'excuse pas. Parce que dans tous les cas,
ce qui est le plus important pour nous, c'est que dans la vie, on peut commettre des crimes, mais on peut être également un repenti et donc s'excuser. Ok, parce que ça, c'est très important pour notre propre dignité, mais également eux, pour leur réhabilitation. Donc c'est un exercice qui n'a rien à voir avec ce que les gens peuvent penser, non, des rapports de force, non, ça n'a rien à voir. On veut tout simplement qu'une histoire soit connue. Il faut qu'elle soit connue, parce que dans tous les cas, que la France le veut ou pas, dorénavant, on sait ce qui s'est passé et on l'enseignera à nos enfants, quitte à ce qu'après nos enfants prennent ça en charge, mais nous pensons qu'il est mieux pour tout le monde. Maintenant que les Nations Unies ont lancé ce processus de justice transitionnelle, qu'on règle ça, qu'on règle cet abcès et qu'on parte pour d'autres préoccupations. Voilà donc quoi nous sommes en tout cas comme exercice. Alors, ce que nous attendons des autorités nigériennes, parce que les autorités nigériennes ont reçu la communication des Nations Unies au même titre que la France a reçu sa communication. Ce qu'on attend des autorités nigériennes, c'est qu'ils prennent en charge de leur avance ce dossier, parce que nous ne sommes qu'un comité, nous ne sommes que des individus dans une république. Ok. Or là, notre plainte est contre un État. Donc, en vérité, pour cette raison que la réponse de la France s'est adressée, a dit qu'il souhaiterait avoir, à la limite, un dialogue bilatéral, mais avec le Niger, pas avec nous. Nous, on a fait notre travail. Nous, on a été victimes. Ok. Ce sont nos ancêtres qui ont été massacrés. Ok. C'est donc un problème national, dorénavant, parce que ça va de Tanzanie jusqu'à où on veut. Ok. Donc, à partir de ce moment-là, nous pensons qu'à partir du moment où nous, on a posé le problème, ok, on a posé le problème qui devait être en fait posé depuis le début des indépendants. Nos États devaient se dire, au fait, vous avez fait des crimes, ok, il faut qu'on en parle, il faut qu'on crève cet abcès-là, mais ça n'a pas été fait. Mais maintenant, nous, on a pris notre courage à deux mains, on s'est plaint dans les instances où il faut, ok, maintenant, c'est à l'État de prendre en charge nos revendications, parce que justement, l'État, a le devoir tout simplement de défendre nos intérêts. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, après les Nations Unies, nous, on va également envoyer le dossier à la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine. Dans tous les cas, l'Union africaine est également dans le processus, ok, de la justice transitionnelle. Donc nous avions beaucoup d'autres voies, à partir desquelles, en tout cas, par les voies qui sont purement judiciaires, amener à ce que la France, ok, arrête de penser que l'esprit colonial peut encore persister. C'est de ça qu'il s'agit. C'est fini ça maintenant. C'était un film qui a motivé tout cela. Et le film, j'avais participé en tant que producteur de ce film-là, côté nigérien. Et donc au cours de ces recherches, moi j'ai découvert des archives qui sont tombées dans mes mains et qui m'ont carrément stimulé à aller au-delà en tout cas du film. Parce que le film nous a réveillés. Maintenant, après ce réveil-là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aller à l'action. Donc moi, je suis en train de faire un film qui constitue cette action-là. Et cette action, c'est ce qu'ils sont en train de faire par rapport à ces dossiers-là. Et dans mes recherches, j'ai découvert qu'effectivement, cette mission Boulet Chanoine n'avait pas agi, comme la France le dit, à son propre compte. C'était une mission qui était destinée à traumatiser la population pour asseoir les bases d'une colonisation, pour que les gens soient asservis, pour que même leur mémoire soit effacée. C'était cela l'objectif. Et c'est la seule mission coloniale qui rend compte directement au ministère de la Guerre en France. Et depuis qu'ils ont rentré, depuis Sansani Haoussa, depuis vers Karma, ils sont partis jusqu'en Gaïa, ils sont remontés, ils sont venus à Djundju, ils sont passés à Konni, ils sont allés à Tchibiri, ils sont passés à Lougou. Tout cela, ils ont essayé d'effacer cela. C'est maintenant que les choses sont remontées en surface. Donc les archives que moi j'ai, d'ailleurs le massacre, pourquoi Konni était, quand ils ont fait le massacre, Konni était anglaise. Konni n'appartenait pas à la France. Mais parce que le massacre était tellement horrible, l'Angleterre a dit qu'elle ne veut pas porter ça. Elle a échangé Konni contre un port de pêche au Canada. Pour qu'aujourd'hui, les enfants des victimes n'accusent pas l'Angleterre et accusent la France. Et au-delà aussi, ce qui s'est passé à Majirgi, on dit que Boulet et Chanon ont été tués. Moi, j'ai découvert des archives qui prouvent que ces deux-là n'ont pas été tués là-bas. Et que les tombes même, là où on considère qu'ils étaient là. En 1923, Robert Delaneuve, qui était le représentant de la France à Tessawa, il a fait ouvrir les tombes. Il n'y avait rien. J'ai son rapport, il dit que je n'ai trouvé que des boutons de capitaine.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une mascarade. Et il paraît même que Chanoine, c'est lui qu'on appelle le Mire Blanc. C'est lui en 1916, il a aidé l'armée française à capturer Kaoussen. Vous voyez comment l'histoire est liée. Et il y a eu énormément de documentation en France qui ont soulevé cela. Il y a eu des films, je ne sais pas si vous avez vu Le Capitaine des Ténèbres. C'est un film qui relate la vie après la mort de cette mort supposée de Voulet et de Chanoine. Donc moi, ça me donne une obligation de porter à l'écran non seulement le combat qu'il faut, mais aller au-delà aussi pour démontrer que Voulet et Chanoine, comme la France le soutient, parce qu'ils ont dit que ces deux-là, ils sont atteints d'une maladie qu'on appelle la soudanite et qu'ils ont perdu la tête et que c'est pour ça qu'elle a envoyé Klopp pour les relever. En réalité, la France n'a pas envoyé Klopp parce que Voulet et Chanoine faisaient des massacres. Non, elle a envoyé Klopp parce que ces deux-là, ils mettaient énormément de temps avant d'arriver au rendez-vous. Parce que le rendez-vous, c'était le lac Tchad. Ils ont fait 21 jours de pillage à Kony. Or, ils sont supposés passer à Kony, prendre ce qu'ils devraient prendre et continuer. Donc, ils mettaient du temps. Et la France ne peut pas tolérer que la mission n'arrive pas à temps. C'est pour ça qu'ils ont envoyé Klopp. Donc, il y a énormément de preuves, énormément de choses. Et Voulet et Chanoine étaient sur ordre. Et cet ordre-là, ça veut dire tuer, massacrer, traumatiser et prenez. Et d'ailleurs, quand Voulet et Chanoine ont été supposés tuer, quand la mission a continué, mais la mission a continué à faire des massacres. Jusqu'au lac Tchad. Au retour également, ils ont fait des massacres. Donc moi, c'est tout cela que je voulais porter à l'écran. Et j'ai choisi Kony, parce que Kony, c'est l'épicentre. C'est là où le massacre a été fait. Parce que quand eux, ils décrivent Kony, ils ont dit que quand ils sont passés à Kony, à l'époque, la ville la plus peuplée, enfin, qui est aussi peuplée que Kony, la plus proche de Kony, c'est Ibadan. Aujourd'hui, Ibadan, il est 3 millions d'habitants. Kony cherche à avoir 70 000 habitants. Ils ont enlevé 700 femmes à Kony, 700. À Tibiri, ils ont dit qu'il n'y a pas un arbre qui pouvait prendre un corps, dont il n'y a pas un corps qui est pendu. Ça, c'est pour décrire l'ampleur du massacre. Et c'est à partir de Kony que les charognards ont commencé à suivre la mission. Et c'est même par rapport à ces charognards que nos parents, quand ils voient les charognards en l'air, ils s'enfuient. Parce que c'est ça qui annonce l'arrivée de la mission. Donc il y a énormément de choses qu'aujourd'hui, je pense que c'est le moment. Si on ne le fait pas, nos enfants le feront et de manière la plus violente. Nous, on essaie d'être pacifiques en procédant à des manières pacifiques, en portant les plaintes là où il faut, en suivant les dossiers. Et heureusement aussi, le gouvernement du Niger a pris ça vraiment à bras le corps. Parce que le ministère de la Justice s'est impliqué et c'est lui-même qui a envoyé un signal en répondant effectivement aux questions des Nations Unies. Et nous voulons que la pression soit maintenue, que vraiment la communication soit assez élevée à la hauteur du problème. Parce qu'aujourd'hui, si aujourd'hui la France, on reprend nos coopérations, gagnant-gagnant, s'ils veulent le reprendre, ils vont mettre le dossier sur la table pour régler les priorités. Si ce dossier n'est pas prioritaire, ils ne vont pas le considérer. Donc c'est à nos États, à notre gouvernement, vraiment de prendre ce dossier comme étant des dossiers prioritaires, sur la base desquels même ils peuvent dire, si vous voulez revenir, nous on veut avant tout que vous présentez vos excuses, que vous fassiez cette réparation, que vous fassiez cette reconnaissance et que vous nous restituiez effectivement ce que vous avez pris chez nous.